Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue dans Face à Michel Onfray sur CNews et sur Europe 1. Bonjour Michel. Bonjour Laurence. J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une heure d'échange et de débat autour de l'actualité. Je commence, si vous le voulez bien, par Marine Le Pen qui a dénoncé cette semaine les postures de ceux qui l'accusent d'irresponsabilité si d'aventure elle décidait d'actionner la motion de censure et donc de facto d'acter la chute du gouvernement de Michel Barnier. On va l'écouter. En début de semaine, elle était reçue à Matignon justement par le Premier ministre pour évoquer ces questions de budget. Elle a dit qu'elle ne voterait pas ce budget en l'état. Écoutez-la. Ah, si le budget reste en l'état, nous l'avons toujours dit. Enfin, je veux dire, encore une fois, nous ne prenons personne de court. Nous avons dit la même chose depuis 3 mois. Nous avons exposé quels étaient pour nous les éléments non négociables. Voilà, je crois nous sommes vraiment loyaux dans la démarche politique qui est la nôtre. Nous défendons les Français, nous ne renoncerons pas à défendre les Français. Et le petit discours, la petite musique reprise par l'intégralité des médias et diffusée directement de Matignon, consistant à dire « vous vous rendez compte, si jamais ce budget est refusé, s'il y a une censure, ça va être dramatique, ça va être le chaos, ça va être la chienlit, etc. etc. » Je veux dire, si ce budget passe pas, c'est le budget de l'année dernière qui s'appliquera. Il est plutôt, somme toute, moins mauvais que celui-là, puisqu'il y a moins d'impôts qui pèseront sur les classes populaires et les classes moyennes. Voilà pour Marine Le Pen. Michel Onfray, ce risque de motion de censure existe, hein, on verra ça la semaine prochaine. Est-ce que ça serait extrêmement grave ou est-ce que Marine Le Pen a raison quand elle dit qu'on exagère les risques d'une chute du gouvernement ? Je crois que le vrai problème, il n'est pas dans la petite politique politicienne dont elle participe, elle aussi. Il s'agit de savoir s'il va y avoir une dissolution dans 10 mois. Il s'agit de savoir si le président de la République va partir ou non. Il s'agit de savoir si on est prêt pour la prochaine présidentielle. Et puis après, on fait semblant de parler de la France, des Français, etc., etc. Personne ne parle de la France pour vous ? Assez peu. Oui. Il suffit de voir les trajets de tous ces gens-là. Ils ont juste envie d'être élus, d'avoir de plus en plus d'élus. Quand on voit que Gabriel Attal appelle à voter pour la France Insoumise et la France Insoumise... On va l'écouter dans un instant. Effectivement, ces gens-là n'ont pas grand souci de la France et des Français. Le général de Gaulle avait fabriqué des institutions extraordinaires, formidables. Tout était bien tenu et on avait un chef d'État, on avait un exécutif, un législatif, on avait une Assemblée nationale, un Premier ministre. Tout était fait pour que ça marche correctement. Et le général de Gaulle n'a pas dit si ça marche pas bien, si ça marche pas bien, si ça marche pas, etc. En disant si par exemple l'Assemblée nationale n'est pas de la même couleur que le président de la République, alors on va faire une cohabitation. C'était impensable pour lui. Oui. Ça ne marche pas, on s'en va. Le général de Gaulle dit, voilà, je suis le garant de la souveraineté nationale, vous m'avez donné mon pouvoir et ma puissance, vous me reprenez mon pouvoir et ma puissance, je m'en vais. Donc le vrai problème, c'est pas est-ce qu'on va voter, pas voter, parce que ça, on va l'entendre pendant des mois. Bien sûr. Et ça ne va être que ça. Est-ce que c'est dangereux, est-ce que c'est problématique, etc. Ce qui est dangereux, c'est d'avoir un chef d'État qui n'a rien compris et qui se maintient au pouvoir, alors que les Français lui ont fait savoir qu'il avait explosé la France. Je rappelle que, beaucoup de nos auditeurs probablement s'en souviennent, mais que Macron avait fait savoir qu'il jetait une grenade dans les jambes des Français. Dégoupillé. C'était un off, comme on appelle. Il l'avait dit en coulisses. Oui, mais s'il le dit, c'est qu'il le pense, et il n'a pas dit qu'il ne l'avait pas dit. Dégoupiller, ça veut dire lancer une grenade. Une fois qu'elle est dégoupillée, si vous la lancez, elle est lancée. Il blesse, non pas machin bidule un tel, c'est pas ça le problème, il blesse la France. Il blesse les Français. Et la France est ingouvernable. Est-ce qu'on peut se permettre d'avoir une France qui n'est pas gouvernée ? Alors, si j'étais franchement cynique jusqu'au bout, je dirais oui, de toute façon, elle est déjà gouvernée à Bruxelles, donc c'est pas un problème qu'elle ne le soit plus à Paris. Ce que je pense en plus de ça. Mais le problème n'est pas de faire de la petite politique politicienne sans cesse en disant alors on va voter, on va pas voter, parce qu'il vote la censure, Barnier tombe. Qu'est-ce que fait le président de la République ? Il le maintient, et puis voilà, il présente sa démission, il refuse la démission, ou alors il change 3 noms en disant il y a eu 3 ministres qui ont été terribles et qui sont pas à la hauteur, on va en mettre 3 autres, et puis on recommence. Mais c'est le retour des régimes des partis ou pas pour vous ? Ça n'est que ça. C'est que ça. La raison d'en appeler au régime des partis, c'était la formule du général de Gaulle, c'était la formule avec laquelle il qualifiait la 4e République, qui était ingouvernable. C'est parce qu'elle était ingouvernable qu'il a fait une 5e qui permettait le gouvernement, avec la grandeur d'un général qui disait « si vous ne voulez pas de moi, je m'en vais ». Si vous ne voulez pas de moi, c'est-à-dire si je perds les élections. Macron, il les perd, il reste. Si je perds un référendum, là, depuis un certain temps, quand on perd les référendums, on fait voter le Congrès contre le résultat du référendum, etc. C'est le traité de Lisbonne et c'est le traité de 2005 qui a été voté en 2008 en disant « Ah, au référendum de 2005, vous n'avez pas voulu, en 2008, vous l'aurez, etc. »
tous ces gens qui méprisent la Constitution, qui méprisent l'esprit de la Ve République et qui nous parlent du général de Gaulle en disant le général de Gaulle disait que, le général de Gaulle disait que, sur des problèmes très précis, il suffirait de faire des choses très claires et on démissionne. Et voilà, s'il voulait vraiment laisser une trace dans l'histoire et une trace qui soit belle, pour l'heure elle n'est pas terrible, la trace qu'il laisse, mais ce serait de dire je démissionne parce que c'est pas bon pour la France qu'elle soit explosée comme ça et ingouvernable, donc ingouvernée. Michel Onfray, on va écouter maintenant Gabriel Attal, qui lui s'en est pris à Marine Le Pen cette semaine. Elle adopte selon lui une attitude irresponsable en jouant à faire de la politique politicienne. On écoute Gabriel Attal. Je crois que Madame Le Pen a revêtu son costume favori, c'est celui de la petite politique politicienne. C'est une spécialiste en petits coups de politique politicienne. Moi, chacun sait les doutes que j'ai sur ce budget. Et notamment sur le choix d'augmenter le coût du travail pour la première fois depuis 30 ans dans notre pays, alors que la compétition internationale fait rage, que Donald Trump va prendre ses fonctions, que la Chine investit massivement dans son économie. Augmenter le coût du travail, je l'ai dit, me semble être une mauvaise idée. Et surtout, il y a d'autres chemins plutôt qu'augmenter le coût du travail pour nos boulangers, nos artisans, nos commerçants, nos industries. Par exemple, faire la réforme de l'assurance chômage que j'avais prévue pour qu'il y ait davantage de Français au travail. Maintenant, une fois que j'ai dit ça, la position qui est tenue par Madame Le Pen est totalement irresponsable. On ne joue pas à pile ou face avec l'avenir du pays. Qu'est-ce que vous pensez de ces déclarations de Gabriel Attal ? Michel Onfray. Grand garçon et fidèle au petit garçon qu'il était quand il avait 9 ans. Souvenez-vous, on a sorti ses archives quand il a été élu et il dit « Mon papa m'a dit que si on voulait réussir, il fallait faire du théâtre ». Voilà. Il veut réussir et il fait du théâtre. Parce que tout de même, ce monsieur qui s'est allié avec des gens qui justifient ce qui s'est passé le 7 octobre en Israël... Vous parlez de la France insoumise, oui. Je rappelle effectivement que... Alors il ne s'est pas allié à eux, il a appelé au Front républicain au second tour des législatives. On appelle ça un Front républicain et on vote pour les gens de la LFI qui aujourd'hui sont en train de nous dire qu'il faut abolir le délit de terrorisme et qui nous font savoir que le Hamas ce sont des résistants et qu'après tout, les otages français ils n'existent pas et que, etc. On connaît l'histoire, on connaît la position. Il s'allie avec ces gens-là. Il ne fait pas de la politique politicienne, mais pour sauver son petit poste. Et puis, ce gentil garçon, bien peigné et bien coiffé, quand il a été mis à la porte par Macron, avec les méthodes qui sont celles de Macron, du genre un texto 1 heure avant, disant « tu n'es plus Premier ministre dans 1 heure », là, d'un seul coup, on a découvert la vraie nature. Fini la botte de paille avec les paysans, j'ai compris, bien sûr, oui, je vous entends, je vais ramener tout ça à l'Élysée, vous allez voir, on va changer les choses, etc. Et puis là, d'un seul coup, on voit un type méchant, agressif. On le voit avec Michel Barnier, nous avions salué, enfin, je ne veux pas dire vous et moi, mais au moins moi, le changement de style. Pas de politique, moi je ne crois pas à ce monsieur, il est européiste, Michel Barnier. Mais au moins monsieur poli, courtois, voilà, pas insolent, pas agressif. Et on a bien vu, vous verrez sur le bureau, je vous ai laissé le dossier, quoi. Et c'est ce monsieur aujourd'hui qui nous parle de politique politicienne en stigmatisant Marine Le Pen, en disant qu'elle fait de la politique politicienne. Vous ne l'aimez pas Non, mais moi j'aime les gens qui font de la politique, pas des gens qui font de la politique politicienne. Bon, peut-être a-t-il des convictions, et des vraies convictions pour les Français. J'ai déjà utilisé une formule en disant qu'il n'avait pas de conviction que des intérêts, et ça m'avait valu déjà un texto d'un certain ministre. Bon, on va juste encore évoquer le cas de Marine Le Pen, mais alors côté judiciaire, parce qu'il y a eu cette semaine la fin du procès dans le cadre des assistants du Parlement européen, qui étaient à l'époque du Front National. Elle s'est exprimée à l'issue des audiences, ses avocats ont plaidé, on sait que dans les réquisitions, il y a eu un jugement extrêmement dur demandé, c'est-à-dire une peine de prison, une amende et également une peine d'inéligibilité, je vais y arriver, exécutoire. Écoutons Marine Le Pen à la sortie de l'audience. J'ai dit que c'était un procès qui était fait par des politiques à des politiques, voire à la politique. Voilà. Et je crois que ça a été révélé de manière lumineuse par Maître Bosselu. Voilà pour Marine Le Pen. Est-ce que c'est catastrophique pour vous ? Ce qui est catastrophique, c'est que la justice ne soit plus juste, mais qu'elle soit politique, que ce soit une justice idéologique, parce que ça, c'est ce qui caractérise les régimes totalitaires. Tout le monde sait qu'à l'époque soviétique, la justice n'était pas neutre. Tout le monde sait qu'à l'époque nazie, la justice n'était pas neutre. Tout le monde sait qu'à l'époque de Franco, enfin, quels que soient les régimes autoritaires, de droite, de gauche, d'extrême droite, d'extrême gauche, etc., la justice est aux ordres. Là, on voit bien qu'une certaine justice est aux ordres. Cette façon de dire on ne veut pas que le peuple vote pour vous, et d'une certaine manière, on va se débrouiller pour que vous ne puissiez pas être présent à des élections comme ça, c'est la meilleure façon de faire de telle sorte que le peuple ne vote pas pour vous. C'est gros comme une maison, ça n'abuse personne. On a vu que d'autres... François Bayrou, par exemple, s'en était sorti un peu mieux. Alors, il ne s'agit pas non plus de dire elle a le droit de faire ce qu'elle veut, quand elle veut, comme elle veut. Elle a fait des choses qui sont répréhensibles d'un point de vue juridique. Donc, qu'elle soit jugée.
Je ne suis pas contre la justice, je suis pour une justice juste, et pas pour une justice politicienne, pour une justice idéologique. Là, on voit bien que tout est fait, et on aura tout, d'ici les prochaines élections, quelles qu'elles soient, mais présidentielles, en particulier, tout sera fait pour la faire tomber, comme tout avait été fait pour faire tomber Nicolas Sarkozy, tout avait été fait pour faire tomber François Fillon, et comme par hasard, rien n'est fait pour faire tomber Jean-Luc Mélenchon. Bon, alors on va continuer à évoquer la situation. Il y a eu beaucoup de manifestations d'agriculteurs encore cette semaine. Michel Onfray, il continue de protester à raison contre le traité de libre-échange du Mercosur. La France va dire non, s'apprête à dire non à ce traité de libre-échange. D'autres pays sont en train de rejoindre petit à petit la France. Est-ce qu'il y aura assez de poids pour ces pays pour dire non à ce traité de libre-échange? On n'en est pas encore sûr. Écoutons juste un agriculteur qui a poursuivi sa mobilisation toute la semaine. Je pense que c'est une bonne chose que quand même le gouvernement ait pris conscience de la situation au niveau du Mercosur. Donc on est assez satisfait. Par contre, je peux vous dire que ce n'est pas ce qui résoudra tous les problèmes qu'on a sur nos exploitations. Il faut avoir une majorité de blocage au niveau européen pour que le Mercosur ne passe pas. Aussi que le gouvernement, que nos dirigeants aussi européens prennent conscience que l'agriculture n'est pas une monnaie d'échange et qu'aujourd'hui, quand on demande des contraintes aux agriculteurs français, il faut interdire d'importer des produits qui ne correspondent pas à nos normes. Voilà, plusieurs agriculteurs qu'on vient d'écouter. Ils ont raison, Michel Onfray, évidemment, on ne peut pas dire le contraire. On est sur CNews et Europe 1. Alors c'est plusieurs agriculteurs, mais ils sont dans le même syndicat, vous avez vu, c'est de la Fédération nationale, et ils ont un patron qui, lui, a intérêt à ce que ça passe, cet accord, puisque lui fait du marché planétaire et que ça l'intéresse vraiment beaucoup. Donc je ne veux pas dire que ces paysans sont abusés, il y en a d'autres, je pense à la coordination rurale par exemple, qui ne sont pas sur ces positions-là, et qui ont compris de fait qu'il y avait un problème. Mais le vrai problème, c'est l'enfumage total, qui consiste à laisser croire que l'Assemblée nationale pourrait décider quoi que ce soit. Je rappelle que depuis 1992, l'Assemblée nationale ne décide de rien qui ne soit chapeauté par Bruxelles. C'est-à-dire tous ces gens qui font de la politique aujourd'hui et qui nous disent on ne touche pas au Brexit, enfin on ne fait pas de Brexit, sont des gens qui nous mentent. Y compris Marine Le Pen, bien sûr. Si on ne touche pas à cette Europe-là, on n'a pas le choix pour l'immigration, on n'a pas le choix pour la politique agricole, on n'a pas le choix pour la politique étrangère. Où est-elle faite, cette politique étrangère, par exemple? Quand le peuple français a-t-il été sollicité pour savoir sur ces traités-là, oui, bien sûr. S'il était d'accord pour faire cette guerre en Ukraine, par exemple? Ah oui. Vous voyez, sur tous les terrains. Donc là, on fait semblant. Macron dit tel qu'il est, je ne suis pas pour. Et puis l'Assemblée nationale va dire oh, nous sommes contre. Et puis on va calmer les paysans. C'est comme ça qu'on les calme. Et puis après, il y aura un coup de fil d'Ursula von der Leyen qui dira bon, mon cher Manu, il va quand même falloir que tu comprennes que les lois européennes sont supérieures aux lois françaises. Et Macron dira mais finalement, on ne peut pas, et puis on fera des contre ceci et des contre cela, et puis ça passe. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il s'agit de contourner les paysans en se disant il faut juste qu'ils rentrent chez eux, il faut juste que les tracteurs soient dans les fermes et pas devant les préfectures, il faut juste arrêter les arrosages de lisier, et donc là, c'est un instrument de domination du peuple paysan que de laisser croire qu'on pourrait décider quoi que ce soit à l'Assemblée nationale. C'est fini depuis 1992. Alors il y en a un qui l'a très bien compris, c'est le président brésilien Lula, qui se bat évidemment pour ce traité, il y a tout intérêt, évidemment. Il se moque un peu de la France dans l'extrait qu'on va entendre, puisqu'il dit que seule Ursula von der Leyen prendra au fond la décision, et je sais que ça va vous faire bondir. Écoutons le président Lula. Je veux que l'agro-industrie continue à se développer, parce que nous allons conclure l'accord du Mercosur. Ce n'est pas tant à cause de l'argent, nous allons le faire parce que je le fais depuis 22 ans, et donc on va le faire. Et si les Français ne veulent pas de l'accord, ils n'ont pas le dernier mot en la matière. C'est la Commission européenne qui décide. Ursula von der Leyen a le pouvoir de conclure l'accord, et j'ai l'intention de signer cet accord cette année. Tout est dit là dans ce que dit le président brésilien, Michel Onfray. Vous avez vu comment les gens de gauche, quand ils arrivent au pouvoir, comment ils deviennent de droite, et même d'une droite parmi les plus puantes. C'est-à-dire que vraiment ce type qui a fait de la prison d'ailleurs, qui vient du syndicalisme ouvrier, dès qu'il a été élu, moi je l'ai dit à l'époque, dès qu'il a été élu, qu'a-t-il fait quand il a fallu nommer un Premier ministre? Il a nommé quelqu'un que le FMI lui avait indiqué. C'est clair. Voilà quelqu'un qui a trahi et trompé le peuple. La gauche sait bien faire ça. C'est un peu d'ailleurs dans son ADN. Et une fois arrivé au pouvoir, il a dit bon ben maintenant voilà. Là c'est clair. Là c'est vraiment clair. Ce syndicaliste de gauche, prétendument, après avoir fait son tour en prison, dit mais c'est Ursula von der Leyen qui va décider, qui va piloter, etc.
Ça n'a plus rien à voir avec une espèce d'icône de gauche, sauf avec ceux qui pensent que la gauche, c'est de toute façon, ça suppose l'agenouillement, et puis que la droite, ça suppose la détestation. Mais on voit bien comment tous ces gens-là fonctionnent. On a vu comment ça a fonctionné avec Podemos, avec Syriza. À chaque fois que des gens de gauche sont arrivés au pouvoir en Espagne ou en Grèce, eh bien, ou même avec l'Italie, souvenez-vous, avec le mouvement 5 étoiles, Beppe Grillo, etc. Ces gens ont été portés par le peuple, et une fois portés par le peuple, vous avez juste des gens qui disent bah, finalement on peut pas, on n'a pas très bien compris, les finances c'était pas ce qu'on croit, et puis c'est reparti pour un Bien tour. sûr. Mais après, le constat qu'il fait sur l'Union européenne et qui a le vrai pouvoir, ça c'est implacable. Mais il a donné le nom, voilà. Madame von der Leyen. Voilà, la chef d'État de la France, c'est Madame Ursula von der Leyen, bien sûr, de quelques autres pays. Ça apporte de l'eau à votre moulin. Hélas. Souverainiste, tellement avoir tort. mon cher Michel. Un tout petit mot de la grève à la SNCF qui s'annonce pour le 11 décembre. L'intersyndicale maintient son appel à la grève avec des cheminots qui sont poussés à cesser le travail à partir du 11 décembre pour protester contre le démantèlement du fret SNCF qui va se transformer en d'autres sociétés. On va écouter les Français parce qu'ils sont lassés d'être pris en otage systématiquement pour les fêtes de fin d'année. Écoutez quelques réactions recueillies par nos équipes. Tous les ans. Donc c'est récurrent tous les ans à la même date pour les vacances de Noël. Ils se mettent en grève pour avoir des augmentations. Et les usagers sont toujours pris en otage, tout simplement. Donc les gens qui vont en vacances, qui ont travaillé toute l'année, qui sont pris en otage, et ça je ne trouve pas normal, c'est toujours eux qui subissent. Je comprends qu'ils aient envie de défendre leurs droits et leurs avantages, mais c'est vrai que nous on est souvent pris en otage. Moi je trouve inadmissible qu'on empêche les familles de partir pour les fêtes. Croyez pas qu'il y a assez d'argent à la SNCF et laissez les gens tranquilles s'il vous plaît, par pitié. Par pitié, laissez les gens tranquilles. Voilà pour ces réactions de Français dépités. Espérons peut-être que la situation évolue, mais ça, c'est systématique en fait maintenant dans notre pays, Michel Onfray. Oui, il y a d'abord ça, mais il y a quelque chose qui moi me gêne un peu plus, c'est que je suis pas contre je défends les fonctionnaires, donc je suis pas contre le fait que les fonctionnaires aient de l'argent, soient bien payés et qu'on ait Au contraire. Au contraire, et je suis pour. Il est où le service public simplement? C'est la question que je pose. Moi, je prends le train toutes les semaines, au moins une fois par semaine, et sur un certain nombre d'autres lignes quand je vais ici, là ou ailleurs, etc. Ça ne marche jamais. Ça ne marche jamais entre les trains qui n'arrivent pas à l'heure, les correspondances qui sont loupées, entre les ralentissements de ceci, les ralentissements de cela. Non, la SNCF, il y a quand même des trains qui arrivent à l'heure, Michel. Je le prends régulièrement. Je vous parle de manière extrêmement empirique. Bon. Vous avez des difficultés aujourd'hui à dire j'ai un avion à prendre, donc je pars de ma province, donc je vais partir à telle heure, etc. Il ne faut pas. Il ne faut pas. Parce que de toute façon, vous avez en plus de ça des priorités. J'ai appris ça. C'est-à-dire il y a plusieurs secteurs. Vous avez Paris, vous avez la banlieue, la grande banlieue, vous avez la province, etc. Et dès que vous êtes en province, vous êtes systématiquement le dernier. Donc on est les variables d'ajustement. Quand il y a un train qui est en retard quelque part, c'est le fameux effet papillon, vous avez un train qui est en retard, c'est de toute façon la province qui s'en prend plein la figure. La Provence, c'est bien aussi. Parce qu'elle fait partie des provinces. Et moi, je défendrais volontiers un service public qui soit vraiment public. Simplement, il a cessé d'être public, d'une part. Et d'autre part, moi, je n'entends jamais les cheminots défendre l'usager de la SNCF. Je les entends défendre leur feuille de paye. Je suis pour la défense de la feuille de paye. Simplement, je dis, montrez-la. Qu'on la voit, voir si vous êtes si misérable et si miséreux. Il y a des gens aujourd'hui qui dorment dans leur voiture, il y a des gens qui sautent un repas par jour, il y a des gens qui ne peuvent pas envoyer leurs enfants faire des études, il y a des gens qui ne peuvent pas envisager que leurs enfants puissent faire des études à Paris parce que la location d'un studio à Paris n'est pas possible ou n'est pas pensable. C'est drôle que ces gens-là n'aient pas la solidarité ouvrière ou la solidarité avec les vrais plus miséreux de la société française et qu'ils soient là juste en train de défendre un truc qui est sidérant qu'on appelle les privilèges. C'est-à-dire ces gens qui se réclament d'une gauche de Révolution française en disant Robespierre, c'est fantastique, c'est merveilleux, c'est formidable, mais faites votre nuit du 4 août. Et l'abolition des privilèges, faites-la, mais faites-la cette abolition, mais pas là où vous l'imaginez. C'est pas, il y a des privilèges dans plein d'endroits comme ça, et on dit mais non, nous on garantit nos privilèges. Ça s'appelle être contre-révolutionnaire. Ça s'appelle être conservateur. C'est drôle que ces gens qui n'aient que le mot révolution à la bouche soient des conservateurs en ce qui les concerne en disant non, on veut des petites primes. On a les Jeux Olympiques, on conduit des trains comme d'habitude, c'est pas des trains modifiés, mais on veut des primes. Et bien, si vous ne donnez pas la prime, on fait une grève. Ah ben, une grève, d'accord, pas de problème, on vous donnera la prime. Et on vous donne la prime. Mais qu'est-ce que c'est que... On parlait tout à l'heure de la politique et de la politique politicienne. Qu'est-ce que c'est que le syndicalisme quand ça n'est jamais qu'une petite défense des intérêts personnels, en prenant prétexte les premiers de la France, les seconds du service public. Moi, je défends le service public, mais pas ces gens qui prennent notre service public en otage. Je ne parle pas des grèves, mais qui en font de manière sémantique un otage en disant il faut défendre le service public. Mais tous ces gens le détruisent. Il y a l'insécurité dans les trains. Moi, je vous assure que j'ai vu, j'en vois, et on discute avec les contrôleurs de train qui me parlent, qui m'expliquent la difficulté de leur métier. Il y a une époque, sur la ligne Paris-Granville, ils me disaient, mais de toute façon, sur telle portion,
on ne contrôle pas. Parce que de toute façon, on se fait cracher dessus, on se fait insulter, on se prend des coups, et on appelle la police, la police ferroviaire. La police ferroviaire ne vient pas. Moi, j'ai vu des gens qui ont menacé de police, et puis quand la personne arrivait dans la gare en question, il n'y avait évidemment pas de police, et elle s'en allait sans difficulté, etc. Donc, service public, c'est un service dans lequel on sait qu'on peut arriver à l'heure, dans lequel on sait qu'on ne va pas trouver des crachats, par exemple, quand on va ouvrir sa tablette, dans lequel on ne va pas forcément voyager avec les ordures du voisin qui auraient été posées sur le truc, dans lequel on aura été, etc., etc. Et puis dans lequel on ne dira pas que les feuilles tombant, les trains patinent, ou qu'il y a eu un accident de personne, ou qu'on a un sanglier qui est sur la voie. Ça, c'est pas de la faute de la SNCF. Eh bien, écoutez, c'est drôle, parce qu'il y a eu une époque où il n'y avait pas ce genre de problème. Pas parler de la machine à vapeur, mais moi, je me souviens de vieux Vous nous ramenez autant de machines à vapeur. Non, mais moi, j'ai connu des cheminots qui mettaient leur montre à l'heure en fonction du passage du train. Oui. Le train passait, ils disaient « Oup, attention, il est 18h47 ». Et parce que c'était ainsi. Et c'était avec la vapeur. Je ne vais pas regretter la vapeur. Moi, j'étais étudiant à la fac de Caen. On avait des profs qu'on appelait des turboprofs qui venaient de Paris. Le train mettait 20 minutes de moins qu'il n'en met aujourd'hui. Alors, turboprof, j'aime beaucoup cette expression. Vous êtes notre turbo Michel Onfray. Michel, vous avez souhaité nous parler de cette proposition de la France insoumise qui vise à supprimer du code pénal le délit d'apologie du terrorisme. On rappelle que plusieurs figures de ce parti sont passées devant la police pour répondre précisément de ce délit-là. Ce n'est peut-être pas sans lien. On va écouter à l'Assemblée nationale la réaction de Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur, qui a fustigé cette proposition de la France insoumise. Il estime que c'est une faute morale. On l'écoute et je vous passe la parole ensuite. Je pense que c'est une proposition de loi de la honte. Alors qu'il y a quelques jours, nous avons commémoré le 9e anniversaire du massacre du Bataclan. C'est précisément ce mois de novembre qu'a choisi LFI pour déposer ce texte, une proposition de loi. Et je le dis de la façon la plus claire et de la plus nette, et aussi de la plus précise, qui reviendrait, si elle était adoptée par le Parlement, à effacer totalement dans notre édifice juridique cette notion de délit d'apologie pour le terrorisme. Et j'ai conclu tout à l'heure la réponse à la question d'actualité par ces mots. Il y aura un avant et un après. Et désormais, on ne peut pas considérer LFI comme un parti comme les autres. Voilà pour les mots très fermes de Bruno Retailleau. Comment est-ce que vous qualifiez cette proposition, Michel Onfray ? C'est drôle comme les gens ont besoin de tonnes de preuves pour finir par comprendre qu'il y a un danger pour la démocratie, et c'est vraiment la France insoumise. Et ceux qui suivent la France insoumise et ceux qui la rendent forte, c'est-à-dire les alliés socialistes, les alliés écologistes, et puis les alliés des macronistes qui finissent, on en a parlé tout à l'heure, à la Attal, je dirais, ou Darmanin, par voter ensemble en disant il n'y a pas de danger avec ces gens-là, il n'y a pas de danger avec ces gens-là. À chaque fois que vous avez des lois mémorielles et que vous avez des gens qui veulent en finir avec ces lois mémorielles, je pense à la loi Guesso-Fabius, si je me souviens bien, exactement. Que je défends. Et dès que vous avez des gens qui commencent à toucher à cette loi-là, c'est juste parce qu'ils ont envie de nous dire que les chambres à gaz n'ont jamais existé, que c'est une invention des Juifs, qu'il n'y a jamais eu un seul Juif de gazé, parce que finalement c'était une affaire de sionisme international, la preuve, ils ont eu leur État, etc. Enfin, on connaît les arguments de tous ces gens-là, c'est drôle. C'est drôle d'ailleurs que ces arguments qu'on trouve chez Roger Garaudy, qui a été communiste pendant des années et qui a fini négationniste et grand ami de l'Iran à cette époque-là, c'est drôle comme il y a quelque chose qui se tient, les fameux rouges-bruns. On a un fascisme là qui est en cours, on voit du fascisme partout sauf là où il est. Et les gens qui commencent à nous dire supprimez les lois qui nous interdisent de faire l'éloge du terrorisme, supprimez les lois qui nous interdisent de dire qu'il n'y a pas eu de chambre à gaz, supprimez les lois qui, etc., etc. Mais je veux dire que quand Jean-Marie Le Pen a parlé du fameux point de détail, on en parle encore. Bien sûr. Et s'il doit mourir un jour, on en parlera. Je peux même vous parier que le mot détail sera dans certains titres, etc. Enfin, peu importe. Mais, peu importe. Je dis simplement que combien de preuves faudra-t-il aux gens pour qu'ils comprennent qu'il y a un vrai danger, là. C'est-à-dire qu'on doit pouvoir dire aujourd'hui que une centaine de personnes peuvent être... Plus de 1000 personnes, pardon. Plus de 1000 personnes peuvent être massacrées, des centaines de gens peuvent être en otage. Mais vous avez des otages français, actuellement. Et on se dit, finalement, ils sont en otage, mais c'est prise de guerre, c'est normal, c'est tout à fait défendable. Jusqu'où ira-t-on dans la tolérance ? Parce qu'il n'y a pas que ça. Vous ajoutez tout ça. Est-ce qu'il y aura un jour une goutte d'eau qui va faire déborder le vase ? Et comment ? Alors, ce que disent ces députés aussi, c'est au nom de la liberté d'expression.
Il faudrait qu'on déplace le délit d'apologie du terrorisme au droit de la presse parce que sinon ça entrave la liberté d'expression. C'est un vrai argument ou pas pour vous? Non, c'est pas un argument. La liberté, c'est pas la licence. On va pas dire, mais on devrait pouvoir avoir le droit de violer. Après tout, moi j'ai envie, j'ai liberté de violer. J'ai le droit de casser la figure à mon voisin. Il m'insupporte, donc ça s'appelle une liberté. Si vous me dites non, vous n'avez pas le droit, vous êtes en train de brimer ma liberté. Je me rappelle Madame Rudinesco qui faisait savoir à France Culture qu'il fallait interdire la diffusion de mon cours sur France Culture au nom de la liberté d'expression. Et j'ai lu il y a quelques jours qu'un certain nombre de libraires interdisaient la vente d'un certain nombre de livres qui relevaient du groupe Bolloré, au nom de la liberté d'expression. Mais ces gens-là n'ont jamais lu Orwell, La ferme des animaux. Il nous le dit très précisément, Orwell, comment fonctionne le totalitarisme. Ce sont des gens qui limitent les libertés, qui viennent nous dire qu'ils le font au nom de la liberté. Donc non, il y a un moment donné où quand vous interdisez la proposition d'une parole, la possibilité pour un livre d'être édité, ou la possibilité de ne pas tout dire. Moi, je ne suis pas un fanatique, par exemple, des caricatures. Je ne vois pas l'intérêt. L'horizon indépassable de notre civilisation, ce serait de caricaturer. Et à un moment donné, on peut faire autre chose. Je préfère Voltaire et son ironie, qui relève de la caricature probablement, que de voir le prophète à quatre pattes de manière... Je ne défends pas ce genre de choses. Alors cette façon de voir de la liberté partout, là où il n'y a que de la licence. On n'a pas le droit de dire j'ai la liberté de vous insulter, de vous violer, de vous massacrer, de dire que c'est bien fait si vous avez perdu des gens dans le massacre du 7 octobre. Non, c'est pas la liberté. On confond la liberté et la licence. Et quand ces gens commencent à parler de la liberté d'expression, alors que finalement... c'est eux qui interdisent les manifestations, c'est eux qui interdisent... et qui d'ailleurs font fonctionner des équipes de community managers pour faire de telle sorte que, pour moi là pour le coup, vous ayez sur le net en permanence des fake news pour vous pourrir, pour vous expliquer que vous avez dit ça, vous l'avez jamais dit, que vous avez fait ça, que vous l'avez jamais fait. Enfin, je ne vais pas rentrer dans mon cas particulier, mais c'est en permanence, ces gens-là ne défendent évidemment pas la liberté d'expression. Ils défendent au contraire la contrainte. D'ailleurs, tous ces gens, on parlera tout à l'heure de Boualem Sansal, mais tous ces gens qui ne soutiennent pas Boualem Sansal sont des gens qui estiment que le gouvernement autoritaire de l'Algérie est un gouvernement qui finalement leur convient assez bien, alors qu'on ne parle pas de liberté d'expression dans ces cas-là. Michel Onfray, on est sur CNews et sur Europe 1. Parlons donc de Boualem Sansal, cet écrivain franco-algérien qui a été arrêté à la mi-novembre en Algérie. Il a été entendu, selon les dernières informations, par un parquet antiterroriste d'Alger, placé sous mandat de dépôt. On sait qu'il a critiqué à de nombreuses reprises le régime algérien. Et il dit aussi quelque chose que ne veulent pas entendre les dirigeants algériens. Je ne parle pas du peuple algérien, je fais vraiment la différence entre le peuple algérien et celles qu'il dirige. Écoutons juste une petite réaction et je vous passe la parole ensuite, celle de Jean-Christophe Rufin, ancien ambassadeur, membre de l'Académie française, qui demande évidemment la libération de Boualem Sansal. Je vais faire valoir très vite auprès de mes confrères et de façon, j'allais dire, collégiale, la nécessité de passer à l'action. C'est-à-dire que les pétitions, les petits communiqués, c'est très bien, mais je pense qu'il faut agir. Et la proposition que j'ai faite, je peux malheureusement pas en faire d'autres, mais elle aurait déjà un poids, c'est de les lire. Nous avons des procédures pour ça, les lire, j'allais dire, de façon urgente, ce qui ne serait pas étonnant, compte tenu qu'on l'a déjà remis 2 grands prix, prix de la francophonie et grand prix du roman. On le connaît bien, il a tout à fait sa place parmi nous, et je pense que c'est le moment d'essayer d'étendre notre protection sur lui en montrant que la France le reconnaît pleinement. Voilà pour l'initiative de Jean-Christophe Rufin. L'Académie, il y a beaucoup d'intellectuels qui se mobilisent et c'est tant mieux, mais est-ce que ça aura un poids Les lire à l'Académie française, c'est formidable. Oui, très bien. Il y a d'autres pétitions aussi. Je l'écoutais, moi je découvre l'archive, là, mais je vous l'aurais proposé en disant mais pourquoi et il le fait. C'est formidable. Non, mais c'est une protection qu'il faut lui apporter. D'abord, j'ai eu la chance de le connaître un peu et c'est le plus gentil des hommes. C'est pas une archive, c'est juste un extrait de l'heure des livres. Il l'a dit cette semaine chez nous, sur nos antennes. Oui. Ça a été dit dans la semaine, mais je ne connaissais pas sa prise de position et c'est très très intéressant. C'est ce qu'il faut évidemment faire. Mais plus et mieux. Moi, j'ai râlé à une époque contre la façon que la France a eu de réagir à Salman Rushdie. Quand même, Bernard-Henri Lévy avait fait beaucoup de choses à cette époque, et il avait bien fait. Mais le chef de l'État, Jacques Chirac, avait fait savoir que il avait peut-être un peu cherché. Un certain prince Charles, devenu aujourd'hui Charles III, roi d'Angleterre, avait aussi fait savoir que il avait peut-être un petit peu cherché. Et là, on a effectivement des intellectuels de gauche. De gauche, appelons ça comme ça, qui nous disent il a peut-être un peu bien cherché, quand même. Il a fait usage de son intelligence.
À gauche, on préfère des gens qui obéissent plutôt que des gens qui réfléchissent. Et surtout quand les gens réfléchissent sur un gouvernement en disant c'est peut-être pas terrible. Et puis après tout, même s'il se trompe sur la question du Sahara occidental, il peut se tromper, on a le droit de se tromper. Et il donne un avis, on le discute. On dit non, il ne dit pas vrai parce que. Et pour le Sahara occidental, faisons des débats, des rencontres, etc. Mais pas directement la prison. Bien sûr. Pour quelqu'un qui a avec une peine extrêmement lourde qu'il Mais c'est risque. terrible, il risque la prison à vie. Juste pour avoir manifesté une idée. On ne met pas en prison, enfin, sauf dans les régimes tyranniques et dictatoriaux, on ne met pas en prison quelqu'un pour ses idées. Le silence, pour l'instant, des ministres, du gouvernement, du président, expliqué de façon volontaire en disant attention, restons prudents et discrets sur ce dossier parce que visiblement, il y a des négociations qui sont en cours. Espérons qu'elles aboutissent, espérons que ce soit la bonne méthode. J'ose espérer, je crois simplement que le chef de l'État n'est pas crédible auprès des Algériens. Pourquoi ? Bon, parce qu'il a tout dit et le contraire de tout, parce qu'il est le contraire d'un chef d'État, parce qu'il y a une tradition de virilité, de machisme, que je ne juge pas, mais dans la tradition arabo-musulmane, de parole donnée, de sens de l'honneur, de choses qu'on fait, de choses qu'on ne fait pas. Enfin voilà, le Maghreb, c'est une civilisation. Et on ne s'adresse pas à quelqu'un qui procède d'une civilisation comme s'il procédait de la vôtre. Donc quand vous avez perdu votre propre crédit, qu'est-ce que vous pouvez faire ? Et puis il a surtout insulté des gens. Les diplomates savent bien comment faire pour dire les choses sans insulter. Lui, il ne sait pas, Emmanuel Macron. Et il détruit même la diplomatie française pour pouvoir dire j'ai placé un copain, un ami, quelqu'un qui connaît bien Brigitte et qu'il aime bien, il va être ambassadeur, etc. Il faut être sérieux, c'est un métier, c'est compliqué. Il faut être polyglotte, il faut connaître les usages, il faut savoir ce qu'on dit, ce qu'on ne dit pas, il faut négocier. Et là, pour le coup, il a beaucoup agressé. Sans doute, mais là, s'il y a des négociations, espérons qu'elles aboutissent, Michel Onfray. Oui, mais je pense que lui non, mais vous savez, moi, entre chefs d'État. J'ai lu 2 ou 3 papiers sur ce sujet et j'ai lu un papier dans lequel le gouvernement algérien disait si ça gêne la France, c'est tant mieux. Donc vous voyez l'état d'esprit déjà. C'est-à-dire quand vous partez, c'est comme si vous voulez négocier avec le Hamas, comme si vous voulez négocier avec l'Iran, il y a des gens avec lesquels vous partez de très très loin. Et qu'est-ce que vous allez apporter ? La négociation, c'est tu me donnes ça, je te donne ça. Libérons Boualem, bien sûr, mais qu'est-ce que vous allez donner, vous ? Vous allez vous taire, vous allez donner un contrat, vous allez revenir... Alors, ça ne gêne pas Emmanuel Macron, mais revenir sur la question du Sahara occidental. Il avait dit non, finalement, il est marocain. Les Algériens ils disent non, c'est à nous. Alors, il lui suffirait de dire, mais comme il y a des volte-face chez lui, et que c'est d'ailleurs ce qui caractérise, c'est à ça qu'on le reconnaît, il lui suffirait de dire oui, c'est effectivement, c'est marocain, mais ça peut aussi être algérien parce qu'on pourrait... Bon, il pourra faire ce genre de choses, mais ça ne trompera pas le gouvernement algérien qui, lui, est sur des logiciels absolument différents et surtout sur un logiciel de mépris de la France, là où il est coupable, avec les Benjamin Stora et autres, c'est-à-dire ces gens qui écrivent l'histoire comme une espèce de grande histoire de repentance. Nous avons tout mal fait, quoi que nous ayons fait depuis le début. De toute façon. Donc il faut lire Camus sur ce sujet. Enfin, il y a un compagnonnage entre la France et l'Algérie pour le meilleur et pour le pire. Oui, il y a eu du pire, c'est évident. L'histoire est connue, mais il n'y a pas eu que le pire. Puis moi, quand je suis allé en Algérie, j'ai vu un grand peuple. J'ai vu des gens qui sont soumis. Il ne faut pas confondre le gouvernement et le peuple. Le gouvernement français, on l'a dit tout à l'heure. Macron, ce n'est pas le peuple français. Il ne faut pas assimiler. C'est la même chose avec la Russie, d'ailleurs. Quand les gens nous ont dit « Oh là là, les musiciens ne doivent plus jouer Shostakovich, les écrivains ne doivent plus faire de conférences sur Dostoïevski, et les philosophes sur Soloviev ou Berdiaïev, etc. » Non, il y a un moment donné où il faut comprendre que l'Algérie, c'est un grand pays, que nous devrions pouvoir avoir des grandes et belles relations avec ce pays, mais que les gens qui sont au pouvoir, ce n'est pas forcément la crème de ce qu'on pourrait espérer quand on attend une démocratie. Michel Onfray, on est sur CNews et sur Europe 1. Parlons de ce qui se passe maintenant dans nos écoles en France, parce qu'il y a une fronde qui s'organise face au programme d'éducation à la sexualité, programme à l'époque annoncé par Pape Ndiaye, qui fait l'objet de concertation, mais qui doit être présenté là à la mi-décembre au Conseil supérieur de l'éducation. C'est absolument une levée de bouclier de part et d'autre, parce qu'il y a un certain nombre de choses dans ce programme qui heurte, notamment ce que l'on peut dire à des enfants de 3 ans, des enfants de maternelle, des enfants de primaire même. Est-ce qu'il faut ou non aller sur ces terrains-là avec des enfants aussi jeunes? On va écouter Alexandre Portier, ministre délégué à la réussite scolaire, qui a pris une position extrêmement courageuse à l'Assemblée nationale. L'école a pour mission de protéger nos enfants et en même temps de les aider à construire leur jugement par eux-mêmes. C'est pour ça, effectivement, qu'il faut un programme pour les aider à comprendre le monde qui les entoure. Mais c'est aussi pour ça qu'il est évidemment hors de question de laisser faire tout et n'importe quoi. Et je vous le dis à la fois comme élu, mais aussi comme beaucoup ici en tant que père de famille, ce programme, en l'état, n'est pas acceptable. Et il doit être revu.
Et aujourd'hui, j'ai 3 réserves importantes que je partage avec une totale franchise avec vous. Premièrement, je m'engagerai personnellement pour que la théorie du genre ne trouve pas sa place dans nos écoles parce qu'elle ne devrait pas y avoir sa place. Deuxièmement, le militantisme n'a pas non plus sa place dans nos écoles. Et je veux un encadrement très strict de tous les intervenants qui auront à porter ces sujets dans nos établissements parce qu'il est hors de question de laisser nos écoles se transformer en terrain militant. Troisièmement, je veux aussi une meilleure prise en compte du développement de nos élèves. Parce que toutes les notions qui doivent être évoquées dans ces matières doivent être en fonction, évidemment, du développement de nos élèves et avec sagesse pour décider avec l'Académie des sciences et l'Académie de médecine ce qui est le plus approprié. Voilà pour les positions courageuses d'Alexandre Portier, et c'était au Sénat, pas à l'Assemblée nationale. Mais il dit non, on ne peut pas dire à un enfant de moins de 3 ans, tu peux être bisexuel aussi. Ou non, on ne peut pas dire à un enfant de 8 ans, tu peux avoir plusieurs amoureux. Non, on ne peut pas parler de transition ou d'identité de genre à des enfants en maternelle. Sur le fond, vous êtes d'accord avec ça, Michel Onfray? Oui, je trouve très paradoxal qu'on puisse faire des campagnes de publicité contre le tabac et en même temps estimer que la drogue c'est formidable. Enfin, le hashish qu'on fume, je ne sais pas comment ça se fume, enfin ça se fume avec du tabac, j'ai vraiment l'impression. Donc on peut pas. Mais il y a des campagnes de communication là-dessus? Non, mais enfin, ça reste positif. C'est-à-dire que quand on parle de la drogue, ce sont les méchants dealers dans les banlieues. C'est pas du tout le consommateur festif, comme on dit. Donc d'un côté, on vous dit pas de tabac, mais en même temps, le tabac est nécessaire pour ça. Et puis là, on vous dit, oh là là, la pornographie, c'est pas bien. Et puis en même temps, on va l'enseigner à l'école. Tout ça, ça relève du privé. Là, moi, je suis pour tout ce qui est possible et pensable de manière privée. Je suis libertaire sur ce terrain-là, donc je pense que dans la mesure où vous ne nuisez à personne, et même si vous nuisez à des gens et que c'est de manière contractuelle, lire ou relire les textes de Gilles Deleuze sur la question du masochisme, si vous voulez prendre des coups et que quelqu'un veut vous en donner, après tout c'est contractuel, c'est votre affaire, et j'ai rien à dire contre ça. Mais que ça devienne public, et que ça devienne une fierté, puisque c'est le nom qui est mis en avant. Il n'y a aucune fierté à être homosexuel, il y a une fierté à être hétéro. On est homosexuel, très bien. On est hétéro, très bien aussi. Il y a des sexualités qui sont défendables, homosexuels, hétérosexuels, diverses et multiples, et puis d'autres qui ne le sont pas. Et celles qui ne le sont pas, c'est le fait de ne pas pouvoir consentir. Donc, pas avec les morts. Nécrophilie, pas avec les animaux. Zoophilie, je rappelle que Peter Singer, grand philosophe progressiste, en fait la promotion, en estimant qu'on peut avoir des relations sexuelles avec des animaux, pourvu qu'on ne leur fasse pas de mal. Ça, c'est le prochain sujet. Et donc, il y a un moment donné où on doit pouvoir se dire, non, il y a des choses qu'on ne peut pas accepter parce que les enfants ne sont pas prêts. Bien sûr. On ne peut pas, à des enfants, parler enfin, je ne vais pas utiliser les mots à l'antenne, parce que vous allez leur ça traumatise certains enfants. Certains, ils ressortent de cours, ils sont traumatisés. Mais c'est ce que nous dit la pub en même temps. Vous savez, les contenus, il y a des pubs de télévision nous disant, oh là là, les contenus, vous avez vu, les enfants, Puis là, on dit, mais il n'y a pas de problème, ça, vous allez pouvoir le faire à l'école. Et vous allez pouvoir expliquer tout ça à l'école. Non, il y a une éducation déjà à l'altérité, avant de penser à la sexualité. L'altérité, autrui existe. Tu n'es pas tout seul au monde, c'est ce qu'on appelait jadis, et que moi j'adorais quand j'étais gamin, l'éducation civique, ou l'éducation morale. Bien mal acquis ne profite jamais, tu ne voleras point, tu ne tueras point, enfin des choses un peu élémentaires. On est j'allais dire presque tous d'accord sur ce sujet. Mais quand on commence à faire avancer l'éducation sexuelle, on fait reculer l'instruction publique. Autre sujet qui est lié, le sujet de la lutte contre les violences faites aux femmes. Il y a eu beaucoup d'engagement aussi cette semaine. Michel Barnier s'est rendu à la Maison des Femmes à l'Hôtel-Dieu. Il a prononcé un discours très important. Et puis on parlera après de l'affaire Pellico, du jugement dans l'affaire Pellico, encore des réquisitions dans l'affaire Pellico, parce qu'évidemment tout ça est au cœur des violences faites aux femmes. Écoutons d'abord le Premier ministre. La lutte contre les violences faites aux femmes nécessite une mobilisation tout entière de toute la société. C'est un enjeu de société. C'est un combat juste et nécessaire. Je salue la mobilisation de toutes les associations, des citoyennes, des citoyens, des collectivités territoriales, des services de l'État, naturellement, sur l'ensemble du territoire, en particulier ces derniers jours, mais aussi depuis le début du procès d'Imazan, dont je suis convaincu qu'il marquera quelque part un avant et un après dans cette lutte. Voilà pour Michel Barnier qui à la fois évoque les violences faites aux femmes et ce procès donc de Dominique Pellico et de ses co-accusés. Michel Onfray, c'est une cause évidemment capitale, majeure dans notre pays, qu'on n'arrive pas du tout à juguler, en tout cas, ces violences. C'est globalement lié avec ce qu'on vient de se dire sur la question de la sexualité. C'est-à-dire qu'entre le rien sur la sexualité et ce qui est proposé, il y a quelque chose à mettre en place.
justement sur ce que j'appelais la question de l'altérité, l'existence d'autrui. Parce que là, effectivement, il n'y a pas d'altérité. Quand vous imaginez que votre femme est une chose que vous pouvez prêter, offrir à d'autres hommes, ça peut être votre fantasme si votre femme elle est d'accord, mais pas sans son consentement. Donc il y a une réflexion à mener sur le statut d'autrui. Alors de là à dire que il s'agit des hommes dans l'absolu et que tous les hommes sont ainsi. Pardon, mais non. Non, c'est pas J'ai entendu, je ne sais plus qui, une procureure, je crois, qui a fait savoir que ça a engagé une nouvelle voie sur l'éducation de nos enfants, de nos petits-enfants, de nos garçons. Non, je suis désolé, on n'est pas tous des violeurs. On est potentiellement des violeurs, mais potentiellement et réellement, c'est pas exactement la même chose. Comment le devient-on ? C'était la bonne question de cette... C'est l'éducation. Alors, oui, mais... C'est ce que disait l'avocat de Dominique Pénicaud, oui, c'est ça ? Elle dit on ne naît pas pervers, on le devient. Elle a tellement raison sur ce sujet. Et d'ailleurs, tous les Sartriens devraient lui dire qu'elle a raison. Et les Sartriens sont aujourd'hui de gauche, je ne connais pas de Sartriens de droite. Et juste dire, prenons ce sujet en main, comment devient-on ce monsieur ? Alors évidemment, la possibilité de le juger, c'est un salaud, c'est une ordure, etc. On est d'accord, c'est facile à faire et ça peut être fait. Mais comment a-t-il pu faire ça ? Comment a-t-il pu le devenir ? Et que peut-on faire pour que ça ne recommence pas ? Comment le devient-on ? Et je pense de fait que quand on jette le trouble dans le genre, je vous ai parlé tout à l'heure du genre, mais comme je me souviens de Najat Vallaud-Belkacem, qui à l'époque était présidente, elle était ministre de l'Éducation nationale. Elle disait la théorie du genre, ça n'existe pas. Mais bien sûr que si, ça existe. Et aujourd'hui, elle parlait du prétendu islamo-gauchisme. J'ai lu ça aussi cette semaine, du prétendu. Cette façon de nier l'existence des mots, et puis de nier l'existence des choses. Moi, j'ai des petits-enfants, je vois comment ils sont, mais ils sont extrêmement fragiles. Si l'éducation nationale ne contribue pas à la fabrication des identités, mais si au contraire elle contribue à la destruction des identités, au délitement des identités, si la famille ne contribue pas, parents, grands-parents, à la constitution des identités, mais à la dilution des identités, et c'est difficile avec des familles dites recomposées aujourd'hui. Je rappelle qu'une famille décomposée a d'abord été recomposée et d'abord été décomposée, et que ça laisse des traces. Donc c'est difficile de constituer des entités, des identités, et je pense que plutôt que de penser en termes de morale en disant c'est pas bien, faisons le nécessaire pour ne pas fabriquer des Pellicots, des Monsieur Pellicot en masse. Vous avez raison, Michel Onfray. Avant de terminer, je signale à nos téléspectateurs, nos auditeurs, votre livre dans la collection bouquins. Michel Onfray, Esthétique du voyage, 250 pages de carnet de voyage inédit. Racontez-nous en 30 secondes ce que c'est. J'ai fait pas mal de livres sur des voyages. Mon vieux papa de 80 ans jadis au pôle Nord pour lui fêter son anniversaire, puisque c'était un désir qu'il avait quand il était lui-même petit garçon. Et puis plein d'autres voyages un peu partout sur la planète. C'était l'époque où j'étais pas un dangereux fasciste, donc j'étais un peu partout sur la planète pour parler de mes livres. J'ai traduit une trentaine de langues, donc j'ai fait beaucoup de voyages. Donc j'ai fait des livres, mais j'ai surtout fait des carnets de voyage. Je rédigeais comme ça vraiment des prises de notes. Et Jean-Luc Barré qui me fait l'amitié de me publier pour la 3e fois dans la collection bouquins, parce qu'elle est prestigieuse. Prestigieuse édition. Et bien il m'a dit non mais c'est bien, tes carnets c'est vraiment très intéressant, les prises de notes. J'avais moi-même oublié que j'avais vécu ce que j'avais vécu, mais je sais plus, au Brésil, au Japon, en Inde, enfin ce sont des carnets. Un très joli cadeau de Noël pour nos auditeurs et téléspectateurs. C'est une bonne idée, merci. Merci beaucoup Michel Onfray. Le temps est passé très vite. Merci pour cette belle émission. On se retrouve la semaine prochaine sur CNews et sur Europe 1.